Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière de la Caisse Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent. Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue à cette deuxième partie de cet épisode spécial environnement de notre émission À nous la côte! Nous sommes Teresa Fortier Et Sarah Villemer. et il nous fait plaisir de vous accompagner tout au long de l'été avec un nouveau concept d'émission fruité et léger. Et pour cet épisode-ci, parce qu'on regorge d'idées, mais surtout parce que c'est important, on vous parle encore d'environnement et on plonge dans l'univers spécial d'Explo Nature. Mais avant tout, on va vous donner des trucs pour être un petit peu plus écologique à la maison. Tout à fait, parce qu'il faut l'intégrer à notre mode de vie, il faut continuer. Exactement. Teresa, c'est tellement plus facile que l'on pense de réduire notre empreinte écologique en faisant des petits gestes qu'on avait le goût de vous proposer quelques gestes, en fait, quelques conseils, quelques trucs, astuces pour appliquer au quotidien pour que vraiment vous soyez les maîtres de l'environnement. Et là, on commence tout de suite en force avec quelque chose qui n'est pas inconnu et je vous parle bien du recyclage et des poubelles, mais je vous parle aussi du bac brun, le compost. Je vais commencer tout de suite avec le compost parce que justement, c'est pas encore intégré dans toutes les municipalités, mais d'après moi, ça s'en vient. C'est vraiment un geste que beaucoup de municipalités veulent poser de plus en plus. Absolument. Mais c'est toujours faisable à la maison, hein? Ben oui. On se crée un petit bac dans la cour arrière, surtout pour ceux qui ont une plus grande cour. C'est facile d'avoir un bac peut-être fait à la main ou même un bac acheté. En fait, là, on met des matières azotées avec un double de feuilles mortes, je crois, ou des matières organiques, en fait, qui ont du carbone. Et bref, ça, c'est toute une science. Donc, je vous invite à regarder sur le site Internet de Recyc Québec parce que je crois qu'eux vont pouvoir vous en dire un petit peu plus et de façon vraiment plus précise au sujet du compost. Mais sache que c'est vraiment facile de mettre ses coquilles d'œufs, ses restants de repas, en fait, dans un bac à compost, brasser. Et après un an, ça vous fait une belle terre à jardin quand même. Hein? Oui, puis c'est vraiment surprenant, Teresa. Justement, tu as énuméré quelques items qu'on peut mettre dans le compost, mais savais-tu que tu peux mettre des papiers mouchoirs, tes essuie-tout? Ah Il y ouais. a vraiment beaucoup d'items. Donc, vraiment, allez regarder sur le site de Recyc Québec toutes les listes d'articles que vous pouvez mettre, de produits, d'items. Ça peut être vraiment surprenant. Aussi de la carcasse de poulet. Il y a vraiment de tout, des os. Vraiment, allez-y, soyez généreux dans votre compost. C'est facile quand même. Et je tiens à mentionner que beaucoup de gens vont avoir peur de faire du compost parce que ça peut peut-être sentir mauvais. Ouais, c'est les une odeurs. certaine peur, mais pensez à ça. Le compost, ça va être les mêmes matières qu'on met dans la poubelle. Donc, juste dans une poubelle différente, ça sent pas vraiment, là, on s'entend. Exactement. Et là, je continue avec le fameux bac bleu, le recyclage. Comme si vous avez bien entendu la chanson Dans la claire ensemble, on parle de mettre du respect dans son bac parce que, en effet, les travailleurs, il faut mettre la bonne chose parce que eux, il faut pas qu'ils soient tout sales et il faut que ce soit des bons contenants, des bonnes matières, en fait. Ben oui, Donc, parce que c'est pas tout qui se recycle, là, ça va aller dans des endroits qu'il faudrait pas, là. Donc, respectez votre bac. il faut les aider à faire du triage et ce triage-là, on parle de métal, de verre, de plastique, de carton et de papier, c'est tout. Donc, à partir de ce moment-là, vous êtes partis là, pour faire du bon recyclage. Bac bleu, la gang. Teresa, un autre point que je souhaite souligner à la maison, aux gens qui nous écoutent, c'est vraiment, je pense, un truc que toi, tu t'adhères déjà dans ton quotidien, que moi aussi, et qu'on vous le souhaite, bien, on vous le souhaite, on espère que vous allez peut-être diminuer votre consommation de viande, parce qu'on va se le dire, la consommation de viande, c'est quand même assez important côté empreinte écologique. Là, ça consomme beaucoup d'énergie et ça occasionne beaucoup de gaz à effet de serre. Donc, c'est vraiment pas, on ne dit pas ici là, totalement là, d'éliminer votre consommation de viande. Vous pouvez continuer à manger du poulet, de la viande rouge, de la volaille, c'est pas un problème, mais simplement peut-être dans votre quotidien, au niveau de la semaine, peut-être enlever peut-être 2-3 repas de viande, tout simplement. Si, admettons, vous êtes des adeptes de viande 3 fois par jour, matin, midi, soir, mais tout simplement changer peut-être votre alimentation, vos habitudes alimentaires, et vous seriez surpris qu'il y a vraiment beaucoup d'alternatives qui goûtent super bon.
super bon, bon pour le portefeuille et bon pour l'environnement. Et là, on le sait, là, vous voyez où est-ce que je m'en viens. Donc, vous pouvez tout simplement remplacer la viande par des légumineuses, par le soya, par le tofu, tout simplement, qui peuvent donner des très, très bons goûts. Allez voir sur des sites Internet de recettes végétariennes. Il y a vraiment beaucoup de cuisiniers qui se réinventent tout simplement dans la cuisine végétarienne et végétalienne. On ne vous demande pas d'aller justement nécessairement dans ce côté-là, mais vraiment, juste tout simplement diminuer parce que si vous ne saviez pas, justement, avoir, dans le fond, une ferme avec des vaches et tout, ça consomme tellement d'énergie, ça occasionne tellement d'émissions de gaz à effet de serre. Et ça, c'est juste pour la production. Après ça, il y a l'exportation qu'il faut faire. Oh oui, et vraiment tout. Après ça, c'est la consommation, les déchets. Donc, si on pouvait juste un petit peu diminuer notre consommation de viande, rien de gros, là, même une fois, 2 fois par semaine, la diminuer, ça peut faire une grande différence. Puis, comme j'ai dit, de belles alternatives sont offertes pour vous. Donc, vous pouvez changer quelques alternatives, même en commençant par peut-être par le lait, par le yogourt. On peut y aller avec du lait de soya, du lait d'amande. Le tofu, ça peut être une belle alternative. Mais il n'y a pas juste ça aussi. Il y a de la fausse viande. Il y a beaucoup de compagnies qui se sont tournées vers la fausse viande. Si jamais vous voulez encore avoir le goût de la viande hachée, mais sachez qu'il y a ces alternatives-là qui s'offrent dans vos épiciers participants. Ça existe. Puis il faut garder en tête que l'important, c'est de faire des efforts, pas de tout couper. Exactement. Donc, si par exemple, vous aimez absolument le fromage, ben mangez-en encore, mais vous pouvez Continuez. couper ailleurs, par exemple. Exactement. Donc, tout simplement, diminution et la Terre va vous remercier. Et là, à la maison, et même Sarah, tu vas peut-être te rappeler, on en a parlé pendant l'émission Cuisine, et ça, c'est de acheter local, parce que c'est vraiment important. On ne se rend pas compte de qu'est-ce qu'on fait quand on achète, par exemple, des produits du Mexique, de l'Europe, de là-bas, puis là-bas, puis là-bas. Mais pas chez nous. C'est ça, pas chez nous. Mais on serait tellement surpris de tous les commerçants, toutes les entreprises qui vendent des produits locaux, en fait, parce que non seulement on encourage nos artistes, nos agriculteurs et toutes les autres entreprises métiers dans notre domaine, mais aussi on économise là, des coûts de transport, des coûts de gaz à effet de serre et tout ce qui vient avec le camion, l'avion et tout ça. Et aussi, on n'est pas au courant non plus de comment l'agriculture peut être faite, ou tu sais, là, je parle d'agriculture, mais n'importe quoi, mais je parle dans les autres pays. Au Canada, il faut, je crois, même au Québec, s'informer peut-être des normes et on est conscient qu'on a des bonnes normes, je crois, d'entreprises locales et c'est vraiment important d'aller chercher peut-être à vélo notre prochaine viande. Mon Dieu, c'est une belle alternative, tout ça, Teresa? Hey, à vélo, notre prochaine viande, c'est bon, ça? Voilà. Faites dans une ferme où est-ce que les réglementations sont très strictes. Hey, qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Et peut-être pour donner un petit coup de pouce aux gens, c'est d'aller encore une fois sur le panier bleu, le site du panier bleu du gouvernement du Québec qui va avoir une liste d'entreprises locales que vous voulez acheter votre bière ou votre petit pain. On a tellement de produits au Québec, là. C'est fou, hein, quand même, c'est surprenant. Absolument. Donc, informez-vous. Teresa, comme tu le sais, moi, je suis pas native d'ici. Je suis native de Montréal et je peux te dire que j'en ai fait du transport en commun. J'en ai pris des wagons de métro et des autobus. Oh, ça que oui, pour se transporter à Montréal, c'est beaucoup plus facile, le côté transport en commun. Bien oui, en effet. Mais là, on va essayer de vous conscientiser à peut-être prioriser le transport en commun. On le sait, bon, c'est peut-être moins facile parce que justement, il n'y a pas de grande ligne d'autobus qui part de Tadoussac aux Escoumins très rapidement. Quoique, il y en a une qui va reprendre du terrain tranquillement, pas vite, de ce qu'on a entendu, mais c'est plus difficile, admettons, d'aller jusqu'à Forestville très rapidement, facilement. Donc, c'est normal, on a besoin d'une voiture, mais sachez qu'il y a plusieurs alternatives en transport en commun lorsqu'on parle de transport en commun. On appelle ça, justement, le covoiturage. Donc, il y a justement des applications que vous pouvez prendre, telles Amigo Express. Super facile, donc vous vous inscrivez et puis vous pouvez déjà voir des gens qui font des trajets, puis vous pouvez voir leur trajet et vous dites « Hey, ben moi je m'en vais là aussi cette journée-là à telle heure, parfait, je le prends. » Sinon, ben, c'est beaucoup du bouche à oreille, tout simplement. Si, admettons, vous vous dites « Ben moi, je sais qu'à tous les matins, je travaille à Sacré-Cœur, par exemple, et je m'en vais travailler aux Escoumins, ben je peux faire du bouche à oreille avec mes collègues de travail. » Bon, là, c'est sûr que là, on le priorise peut-être pas en ce moment en période de COVID. On sait que c'est plus nébuleux côté covoiturage, mais lorsque pandémie sera un petit peu effacée derrière nous, ça peut être une belle alternative. Sinon, on peut toujours se tourner pour les adeptes de sport et ceux qui sont un petit peu plus en forme, le vélo.
Mais oui. C'est sûr, bon, l'hiver, c'est un petit peu plus compliqué, mais le vélo, ça peut être toujours une belle alternative. Surtout, on ne demande pas nécessairement de faire des grandes randonnées, d'aller au travail, justement, comme on dit, Sacré-Cœur, vous habitez à Sacré-Cœur, puis d'aller travailler aux Escoumins. Ça peut être quand même assez chargé. Merci, mais si, admettons, juste des petits gestes du fait, vous habitez aux Escoumins et vous voulez aller, tout simplement, aller vous chercher une brosse à dents à la pharmacie, mais pourquoi pas y aller en vélo, faire que quelques commissions aussi à l'épicerie, ça peut être une alternative. Donc, Amigo Express, sans les nommer, covoiturage lorsque la pandémie sera un petit peu derrière nous. Pensez aussi à peut-être, des fois, il y a des entreprises d'autocars aussi. Si, admettons, vous avez des longs trajets, justement, aller peut-être vers Montréal, Québec, ça s'en vient aussi. Après la pandémie, je sais que ça a déjà commencé. Donc, regardez vos alternatives. Sinon, ça peut être la marche. Oui, tout le temps. Si les trajets sont pas trop loin, la trottinette. Si vous voulez être un petit peu plus funky, mais vraiment prioriser le transport en commun. Covoiturage peut-être avec les membres de votre famille, que vous habitez déjà avec eux, en fait, dans la même maison. Vous pouvez, dans le fond, faciliter les déplacements pour le travail. Donc, ou même des collègues. Hein? Ben oui, c'est ça. Ça va s'en venir, mais oui, donc prioriser peut-être autre que la voiture. Et entraidez-vous entre familles. Teresa, dernier point, mais non le moindre, un que peut-être on pense moins à faire, hein, parce que on est des filles, on aime ça magasiner. Ben oui. Mais qui dit qu'on n'a pas le droit d'acheter du seconde main, aller dans les friperies? C'est tellement rendu populaire, je vous le dis, là. Les friperies, ça a vraiment la cote. Et en ce moment, vous voyez comme on est habillés, Teresa et moi, eh bien, sachez que c'est des vêtements de seconde main. Donc, moi, j'ai acheté ça à une friperie à moindre coût. Et Teresa aussi, friperie. Ma mère, hein, ça, là, n'importe qui, vous pouvez même échanger vos vêtements en autant. Parce qu'on le sait, l'industrie du textile, ça peut peut-être être c'est la deuxième industrie la plus polluante, tout simplement, après le pétrole, tout simplement. Donc, vraiment, les secondes mains, allez magasiner dans les friperies, puis ayez pas peur non plus. Il y en a certains qui sont craintifs par le fait c'est peut-être moins beau, c'est défraîchi, est-ce que les gens vont me regarder bizarre, est-ce que je vais avoir l'air plus pauvre, quoi que ce soit. Ça n'a aucun impact. Pour de vrai, là, c'est pas ça qui va. Ça devrait pas être ça qui devrait vous arrêter vous arrêter dans des friperies, parce que vous serez surpris des belles trouvailles qu'on peut trouver tout simplement. Sinon, ben, vous pouvez faire des ventes de garage aussi entre amis. Tout simplement, faire dans le fond le ménage de la garde-robe de votre mère, de votre père. Vous serez vraiment surpris des petits bijoux qu'on pourrait trouver, parce que on le sait, la mode se régénère de décennie en décennie. Donc, tout finit par redevenir à la mode. Donc, seconde main, les vêtements, allez-y. On parle de vêtements aussi, mais on parle aussi d'ameublement, d'électroménager, tout ce qui nous entoure, en fait. Et voilà. Donc, vraiment, là, allez regarder un petit peu plus loin que dans les magasins qui sont vraiment accessibles, en fait, là, friperie, ou allez voir notre entourage. Écologique et économique. Sarah, est-ce que tu aimais ça, toi, quand tu étais jeune, aller explorer la nature, mettre tes bottes et on s'en va dans la forêt? C'est parti, on découvre qu'est-ce qui se passe là. Absolument, une vraie Dora l'exploratrice en moi. Absolument. Et imagine avoir mêlé la nature et les camps de vacances. À quel point ça aurait été le rêve, hein? Absolument. Et ça, c'est vraiment proche de chez nous parce que ça existe au Bergeronne. On parle d'Explore Nature. Vraiment quelque chose d'intéressant et ça vaut le détour. Et nous, on le fait, ce détour-là, pour vous. Pour en apprendre davantage, on y va. Nous sommes présentement au Bergeronne, plus précisément à Explore Nature, et nous sommes en compagnie du directeur général Renaud Deschênes. Oui. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, vous-même? Oui, merci. Pour aller directement dans le vif du sujet, pouvez-vous peut-être nous parler de l'histoire de l'organisme Explore Nature? Définitivement. Explore Nature, c'est une organisation qui a 65 ans d'histoire. Donc, ça a été fondé en 1955 par M. Léo Brassard. Léo Brassard, qui était un enseignant naturaliste là, qui amenait des groupes de jeunes sur la Haute-Côte-Nord pour découvrir et pour leur faire découvrir surtout le milieu marin et également tous les écosystèmes. Donc, il basait leur camp tout près ici, dans une montagne. Donc, il venait avec des tentes et il faisait découvrir pendant une semaine ou deux les beautés et la science à l'intérieur de ces camps. OK. Donc, des belles sorties éducatives et ça a commencé comme ça. Notre histoire a commencé, en effet, avec ces sorties éducatives-là. OK. Pouvez-vous peut-être nous dire la mission, en fait, d'Explore Nature en concret? Oui, la mission a toujours, depuis 1955, été la même. C'est de faire découvrir les beautés des écosystèmes marins du Québec. Okay. Donc, ce qui veut dire
on se plaît dans l'organisation de mentionner que pour mieux protéger, il faut mieux comprendre. Donc, on fait découvrir les gens, les fonds marins, l'écosystème en général, et on espère qu'à la suite de cette découverte-là, les jeunes vont être appelés à protéger, vu qu'ils le connaissent et ils l'apprécient. Donc, c'est notre mission première. Donc, mieux connaître pour mieux protéger. C'est une des approches, j'imagine, que vous utilisez pour peut-être sensibiliser les gens, mais pouvez-vous peut-être nous parler un petit peu d'autres moyens que vous utilisez pour sensibiliser les gens à protéger notre écosystème et nos fonds marins? Oui, bon, dans le fond, on a chez Explo-Nature 3 grands secteurs, si on peut les appeler comme ça, 3 grands départements. On a premièrement le département de la recherche. Donc, depuis quelques années, on développe énormément. Donc, on est l'Observatoire d'oiseaux de Tadoussac est supervisé par Explo-Nature. Donc, il fait de la recherche et du bagage d'oiseaux, du relevé visuel depuis très longtemps. Donc, avec Explo-Nature. On a le secteur également de la recherche en plongée sous-marine, donc au niveau de l'écosystème marin, qui débute, je vous dirais, ça fait maintenant 3 ans qu'on travaille vraiment dans le côté de la recherche en biologie marine. Donc, on a un bateau de recherche, on a des plongeurs scientifiques également avec de la formation qui s'est offerte. Donc, on travaille avec plusieurs partenaires pour faire de la caractérisation des milieux marins. Donc, et de la recherche. Là. Donc, toutes les données qu'on récolte sont utilisées par les universités, par des entreprises et autres pour étudier, voir l'impact sur l'ensemble des milieux marins. Donc, ça, c'est également ça. Ça touche quand même, ça a beaucoup de branches, là, en fait, ça va vers les universités et d'autres recherchistes et tout ça. Définitivement. C'est excellent et ça va loin. Parlons-en peut-être des volets que vous venez de mentionner. Vous avez l'École de la mer. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur ça? Oui, l'École de la mer, ça s'inspire, c'est ce qui s'inspire le plus de ce qu'on appelait à l'époque, en 1955, les jeunes explos. Donc, c'est des écoles d'un peu partout au Québec, donc qui viennent pour une demi-journée jusqu'à 4 jours découvrir et faire des activités en lien avec la biologie marine. Donc, ces écoles-là ou ces jeunes-là qui viennent par les 5 sens, donc vont sur le terrain, donc rencontrer soit un biologiste. Ils vont prendre des échantillons sur le terrain. Donc, c'est des groupes qui sont de 20 jeunes, de 20 personnes, aller jusqu'à 100 personnes qu'on accueille au printemps et à l'automne. Donc, c'est vraiment axé sur la découverte là, de notre mission. Très intéressant pour les jeunes qui viennent vous visiter. C'est vraiment une super sortie scolaire. J'aurais aimé ça faire ça, je vous le garantis. On continue dans ces volets-là. On a aussi le camp de jour. On entend les cris d'enfants en ce moment. Ouais. Pouvez-vous nous en parler un peu plus de ça aussi? Oui, le camp de jour a vu le jour il y a à peu près en 2016, si je ne me trompe pas. Donc, on a ouvert à la population la possibilité d'inscrire des jeunes à nos camps de jour. On accueillait déjà des jeunes de l'extérieur pour des camps de vacances, des camps de famille, mais on voulait un peu s'imprégner où on voulait donner des services à la population de la Haute-Côte-Nord. Donc là, a germé l'idée d'offrir un camp de jour spécialisé en biologie ou en sciences nature avec le partenariat de la municipalité des Bergeronnes. Okay. Donc c'est là qu'a vu le jour notre camp de jour. Et votre clientèle, que je mets entre guillemets, ça va de quel âge à quel âge, par curiosité? Au niveau du camp de jour, au niveau de au camp de jour, c'est de 5 à 12 ans, 5 à 11 ans, pardon. Mais au niveau de l'École de la mer, c'est une clientèle beaucoup plus élargie parce qu'on regroupe à l'intérieur les universités et les cégeps qui viennent faire à l'intérieur de notre laboratoire humide des tests, des cours pratiques, des travaux de terrain. Donc on couvre vraiment un très, très large éventail de clientèle. OK, parfait. Et on parle d'enseignement, de recherche et d'études et tout ça. Ouais. Pour faire marcher l'organisation d'Explo-Nature, quelle sorte de profession que ça vous prend? Mais c'est très varié, en fait. Les corps de métier, j'imagine. Oui, exactement. C'est très, très varié. Les corps de métier, évidemment, quand on parle de recherche, on parle du côté de la biologie. Donc, tout ce qui est biologie, on a plusieurs biologistes sur place, là. On a des guides, ce qu'on appelle des guides naturalistes également. C'est des gens qui sont formés en interprétation de la nature, donc, ou en animation.
Donc, que ce soit en loisir ou autre, parce que les écoles qui viennent nous visiter, ils s'attendent à un service irréprochable de notre part. Donc, on a des formations qu'on donne spécialement à nos personnes, mais ils ont une base en animation de groupe là, à ce moment-là. OK. Donc, on a également toute la notion de la comptabilité, l'administration, parce qu'on parle d'une entreprise dans les périodes de pointe, on parle entre 35 à 40 employés qui travaillent en simultané dans l'organisation. Donc, c'est quand même une grosse entreprise. Et toutes ces personnes-là qui aident au développement et à la durabilité en fait, de l'organisme, est-ce qu'elles sont là aussi pendant l'hiver? Est-ce que ça dure toute l'année? Il y a plusieurs années, Explonature avait des gens qui venaient travailler et qui repartaient. Le CA, le conseil d'administration, il y a quelques années, ont voulu prendre un tournant de dire il faut laisser une empreinte le plus possible dans la communauté, dans la région. Donc, et depuis quelques années, on voit nos gens qui viennent y travailler, on prolonge la saison par différents projets, ce qui incite les gens à demeurer sur place. Donc, la majorité des gens du côté de l'administration demeurent dans le secteur de la Haute-Côte-Nord. Nos naturalistes, on en a quelques-uns qui demeurent, mais c'est encore des étudiants aussi qui viennent prendre une expérience également et revenir par la suite. Là. Mais je vous dirais qu'on a à peu près un 50-50 là, maintenant qu'on a atteint là, de ce côté-là. OK, quand même. Donc, ça s'est vraiment développé. On parle de communauté, de village et tout ça. Vous êtes établi, en fait, au Bergeronne. Pourquoi? Est-ce que c'est une place stratégique ou... Bien, à la base, M. Léo Brassard avait ciblé pour l'écosystème. Donc, ici, on a l'avantage, puis je pense que vous y vivez aussi, on a l'avantage d'avoir le fleuve en avant, mais toute l'arrière-pays également, tout ce qui est forêt, mycologie, champignons. Donc, on a vraiment un écosystème très complet, ce qui fait qu'on se démarque par rapport à d'autres régions. Donc, c'est la raison première. Et en 1994, on a eu l'opportunité d'acquérir le bâtiment qu'on voit ici, donc qu'on appelle l'École de la mer, pour consolider nos activités et vraiment aller de l'avant avec un projet d'hébergement. OK. Vous parlez d'arrière-pays et tout ça. Est-ce que Explonature, en fait, touche à cette éducation-là, de ce côté-là, de la forêt, des champignons et... Définitivement, on touche la biologie marine, mais on touche beaucoup également à l'intérieur de nos camps de famille, nos camps de vacances, nos camps de jour, à tout ce qui est la mycologie, les oiseaux, l'arrière-pays, la forêt, les arbres. Donc, on ratisse vraiment très, très large. Au niveau de la biologie, pas de la biologie, mais de l'écosystème, on ratisse autant du côté de la forêt que du côté du fleuve Saint-Laurent. OK, donc vraiment une étude assez complète là, de tout ce qui nous entoure. C'est super... c'est important de le savoir, en fait, ce qui nous entoure et tout. Vous avez mentionné des camps de famille. Oui. C'est-à-dire qu'une famille peut venir ici. Comment ça se passe? Oui, ça, c'est 3 semaines dans l'année où on ouvre notre site à des venues, à des familles qui viennent de l'extérieur, qui viennent loger, nourrir et faire des activités. Donc, pour en connaître un petit peu plus, sur le milieu. On sait que la baleine est très présente ici. Donc, la baleine est un produit d'appel déjà en partant. Mais les gens viennent également chercher à l'intérieur de nos camps famille tout le côté, comme on disait tout à l'heure, forêt, fleuve, écosystème marin. Donc, ils voient souvent pour la première fois un oursin, une étoile de mer. Donc, on les fait toucher, découvrir qu'est-ce que c'est. Nos guides naturalistes sont spécialisés. Donc, c'est des familles qui viennent loger ici, qui demeurent 5 jours ici et qui font des activités avec nous, avec nos biologistes et nos activités, nos naturalistes, pardon. Donc, c'est vraiment ouvert à tous. Tout le monde peut arriver ici et en apprendre davantage au gré du vent, en fait. Oui. C'est vraiment aussi un bel organisme qui a une belle mission, je trouve. Pouvez-vous peut-être nous parler s'il y a des projets futurs qui s'en viennent pour cette belle école de notre écosystème? Oui, on a plusieurs projets futurs. On en a qui sont présentement en développement. Donc, vous voyez, entre autres, notre nouveau tableau interactif. Là. Donc, on a 2 tableaux comme ça qui s'est installé. Donc, on a vraiment maintenant mis sur pied pour prendre un tournant 4.0 qu'on aime appeler ici dans le bâtiment. Donc, c'est de venir équiper le naturaliste à être mieux outillé pour transférer la connaissance. Parce qu'on sait, les enseignants nous le disent beaucoup quand ils sont venus
chez nous en disant vos naturalistes sont incroyables, mais l'éducation des jeunes et les jeunes change de façon incroyable maintenant dû à la technologie. Et pour ce faire, on a fallu adapter. Donc, là, vous voyez, présentement, c'est un scénario sur les requins du Saint-Laurent, donc qui était tout simplement avant offert par le naturaliste. Mais là, le naturaliste a un support visuel avec des vidéos, des sons, donc qui vient l'appuyer à ce niveau-là. Donc ça, c'est un projet qu'aucune école n'a encore vu en tant que tel. C'était prêt pour ce printemps, mais compte tenu de la situation du COVID présentement, la situation a changé. On a d'autres projets qui s'en viennent également. Le COVID nous a apporté à se remettre en question de notre côté et à revoir nos façons de faire. Donc, on a plusieurs activités qu'on est en train de développer. Je ne peux pas trop dévoiler nécessairement, mais qui vont avoir un impact également sur la communauté. On pense à un escape room, exemple, pour ceux qui ont déjà participé à des choses comme ça. Donc, c'est tout relié à la mer, mais ça va être des énigmes que les gens vont pouvoir venir dans l'école de la mer et réussir à soit libérer une poulpe ou libérer ou sortir de quelque chose qui est en train de se passer. Donc, c'est tout relié, mais on est en train de développer différentes activités comme ça, là, présentement. Donc, on peut presque dire que vous êtes assez innovateur, en fait, parce que vous êtes tout le temps à l'affût des nouveautés, comme vous dites, de comment les enfants grandissent, évoluent et tout ça. Donc, je vous félicite pour ça. C'est vraiment... il faut, en fait. Et, le conseil d'administration nous aide énormément là-dessus parce qu'on se rappelle, Explonature est un organisme à but non lucratif qui est géré avec un conseil d'administration. Donc, on fait équipe avec eux, justement, pour cette vision-là, ce développement-là, donc pour aller de l'avant, là. Donc, c'est une grosse équipe. Avec ça, il vient des partenaires, probablement. Pouvez-vous peut-être nous en parler? Qui sont-ils? Oui, on a des partenaires de toutes sortes. En fait, compte tenu qu'on est tellement... on a plusieurs tentacules, comme je t'expliquais tout à l'heure, donc plusieurs secteurs. Donc, on a tout ce qui est le ministère de l'Environnement. On a également tout ce qui est tourisme, Côte-Nord, donc qui nous aide également, entre autres, avec le projet qu'on a là. C'est grâce à eux qu'on a pu mettre en place ces projets d'innovation-là. On a bien sûr toujours la municipalité qui est toujours là pour nous aider. On a différentes aides au niveau des écoles également qui sont là, qui nous soutiennent depuis énormément longtemps. Donc, on a de l'aide au niveau des ministères, des gouvernements, de la MRC également. On a mis à niveau présentement nos chambres grâce à la MRC de la Haute-Côte-Nord. Présentement, un projet avec eux. Donc, on a de l'aide. Ce qui est le fun, c'est qu'on se sent apprécié par l'organisation, par le milieu et on essaie de le rendre également à notre milieu. Parce que, comme je vous disais, une trentaine d'employés, 30 à 40 employés, ça a des retombées incroyables sur la région économique également. Là. Donc, c'est pas déniable. Et donc, on a de l'aide mutuellement d'un peu partout, de tous les paliers du gouvernement, entre autres. Donc, Monsieur Renaud, excusez-moi, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions et je vous souhaite un bon succès avec la continuité de votre beau projet. En fait, merci beaucoup. Merci à vous. C'est ce qui conclut la deuxième partie de notre épisode spécial environnement de l'émission À nous la côte. N'hésitez surtout pas à aller visiter notre page Facebook, à aimer, partager, commenter, nous dire vos intérêts, vos questionnements, vos idées. On adore ça, vous lire, Sarah et moi. Donc, voilà, mon nom est Teresa Fortier. Et Sarah Villemer. Et on vous souhaite une excellente soirée. Et à la prochaine! Cette émission vous a été présentée grâce à la participation financière de la Caisse Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent.